Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'ingénieur Rhodium. Aujourd'hui, on va aborder un sujet complexe mais significatif dans la vie d'un moteur, le taux de compression. Dans mon passé de motoriste, j'ai eu la chance de travailler sur un panel de moteurs très différents, aussi bien diesel qu'essence, et je vais donc essayer aujourd'hui de vous parler avec passion de cet item si particulier qu'est le rapport volumétrique de compression. Dans cette vidéo, nous allons commencer par rappeler les bases, c'est-à-dire voir comment le taux de compression est calculé et à quoi il sert. Ensuite, je vous donnerai quelques valeurs typiques de rapport volumétrique et nous terminerons par la partie la plus intéressante, un chapitre sur le taux de compression variable. Bon, avant de rentrer dans les détails, voyons rapidement comment on calcule le rapport volumétrique de compression. Prenons le schéma que vous aurez à l'écran. Petit v est le volume de l'espace mort compris entre le dessus du piston au PMH, donc au point mort haut, et la culasse. Ici, on va supposer que le volume de petit v est de 40 cm3 et que grand V, la cylindrée unitaire, donc le volume entre le PMH et le PMB, est de 400 cm3. Dans notre exemple, si on fait donc le calcul de grand V plus petit v, le tout divisé par petit v, on obtient 11. Notre moteur aura donc un rapport volumétrique de 11. Pour vous donner quelques chiffres, la plupart des moteurs essence modernes ont un rapport volumétrique compris entre 10 et 13, alors que sur un diesel, nous avons des valeurs beaucoup plus hautes, aux alentours de 18-20. Bien sûr, ce sont des chiffres moyens et il y a des moteurs avec des valeurs bien plus basses et d'autres bien plus hautes. Maintenant que vous savez calculer un rapport volumétrique, rentrons un peu plus dans les détails et voyons quel impact le taux de compression peut avoir sur un moteur. La première chose à savoir, c'est que le taux de compression est d'ordre 1 sur le rendement global d'un moteur thermique. Pour les chiffres, vous avez d'ailleurs une magnifique formule mathématique du rendement thermodynamique idéal que je vous afficherai à l'écran. Et dans cette formule, le fameux CR veut dire en français taux de compression. Pour ne pas vous perdre, retenez simplement que quand le taux de compression augmente, le rendement thermodynamique s'améliore. Pour ceux qui veulent faire leur propre recherche, vous pouvez taper sur Google cycle Baudre-Rochas ou cycle d'Otto. Ensuite, il faut savoir que dans la grande majorité des moteurs, le taux de compression est fixe et donc quand il est fixe, il va falloir trouver un compromis entre plusieurs paramètres, notamment la consommation et les performances. En effet, il faut bien distinguer rendement et performance. Pour imager, on peut avoir un moteur extrêmement performant, gavé de chevaux, mais avec un rendement ignoble et donc une consommation gigantesque. A l'inverse, on peut avoir un moteur consommant extrêmement peu, donc avec un excellent rendement, mais aux performances limitées. D'ailleurs, tout à l'heure, on a parlé du rendement thermodynamique, mais à l'inverse, le rendement mécanique chute quand le taux de compression augmente. En effet, il est facile de comprendre qu'il faut plus d'énergie pour, entre guillemets, comprimer plus fort. Il faut donc, encore une fois, trouver un compromis. Un faible taux de compression permet donc d'accepter une forte suralimentation, donc in fine des performances élevées. En revanche, le rendement sera donc plus faible sur les faibles charges. A l'inverse, un fort taux de compression augmente le rendement, mais limite la courbe de pleine charge. D'une, car on ne peut pas mettre autant de suralimentation qu'on aimerait, et de deux, car à charge élevée, on n'arrive pas à mettre autant d'avance à l'allumage qu'on le souhaiterait à cause du cliquetis. Enfin, vous pouvez noter aussi qu'un fort taux de compression permet une meilleure propagation de la combustion et donc un gain sur la stabilité moteur. Bon, maintenant que vous avez compris que le taux de compression était finalement un paramètre très important pour un moteur thermique et que comme d'habitude, les constructeurs doivent trouver un compromis, voyons maintenant ce que les ingénieurs et chercheurs ont trouvé comme solution pour faire varier ce taux en dynamique. Il faut savoir que dans ce domaine, il existe des tas et des tas de brevets et de concepts. Je vais essayer donc aujourd'hui de vous en détailler quelques-uns car il y a des choses vraiment intéressantes. On va commencer par un concept qui nous vient de la société FEV. Je commence par celui-ci car c'est une société dans laquelle j'ai travaillé presque 2 ans et dans laquelle j'ai vraiment apprécié bosser. FEV a proposé un concept de bielle avec un genre d'excentrique au niveau du pied de bielle. Ce concept a la particularité de fonctionner naturellement, sans système extérieur, je veux dire par là sans pression d'huile ou autre. Ce concept a aussi la particularité de s'implémenter sur n'importe quel moteur existant, puisqu'il ne demande aucun apport extérieur pour fonctionner. C'est un système passif
qui repose sur les forces et moments liés au mouvement du piston. Ainsi, l'excentrique va bouger et cela va modifier la longueur de la bielle et donc le taux de compression. À l'époque, ce système a été testé sur une Lotus Elise MK1 avec des taux allant de 8,8 à 12. Et les résultats étaient vraiment intéressants. Néanmoins, comme beaucoup de concepts, ce système n'a pas été jusqu'à la production en série. Ensuite, un concept extrêmement connu dans le domaine est celui qu'on appelle MCE5, qui n'est ni plus ni moins que le nom de la société qui l'a développé. Nous allons essayer de détailler un peu ce concept très original car il apporte une solution pour le taux de compression mais aussi d'autres solutions innovantes. Ce concept a failli sortir en série avec le constructeur chinois Dongfeng, mais à ma connaissance, on attend toujours. Pour en revenir au taux de compression variable, le concept MCE5 utilise un vérin qui vient modifier la cinématique de l'ensemble afin de réduire ou d'augmenter le taux de compression. J'essaierai de vous ajouter une petite vidéo afin de vous illustrer le principe de fonctionnement. Ce concept permet de faire varier le taux de 7 jusqu'à 20, ce qui est juste considérable. Ensuite, l'autre concept majeur du moteur MCE5, c'est que le piston ne subit quasiment plus d'efforts radial car il est guidé par un système de pignonnerie. L'avantage majeur, c'est que le piston est guidé dans le cylindre et qu'il ne subit donc plus d'effort de la bielle. Cela permet donc de réduire considérablement la longueur de la jupe du piston et donc les frottements. Idem pour la tension de la segmentation, on aura donc encore une fois moins de frottements. Néanmoins, je trouve ce concept assez délicat à mettre en œuvre en série car il y a énormément de pièces en mouvement, donc côté fiabilité et même frottement, je pense que ce n'est pas optimum. Même si bien sûr, MCE5 dit que les frottements des multiples pièces sont compensés par les différents gains qu'apporte le système. Passons maintenant à un concept qui a été étudié chez Volvo et Ford qu'on pourrait appeler piston additionnel. Il est très difficile de trouver des informations sur le net à propos de cette technologie, mais comme une image vaut mieux que 1000 mots, je vous ai trouvé ce petit cliché qui résume bien la situation. On a donc un système de piston additionnel au niveau de la culasse qui vient réduire ou augmenter le taux de compression. Clairement, ce système est resté à l'état de concept car il engendre énormément d'effets secondaires, encombrement, emplacement pour les soupapes, pièces en mouvement, etc. Pour rester dans les concepts originaux et même très originaux, Saab a sorti le SVS pour Saab Variable Compression. Personnellement, je trouve que le concept est vraiment incroyable. En gros, le haut moteur est inclinable de 0 à 4 degrés pour passer d'un taux de 8 à 14. Le haut moteur tourne autour d'un axe. J'essaierai de vous ajouter une petite vidéo à l'écran. À ma connaissance, Saab n'a pas sorti de véhicule en série avec ce système. Néanmoins, je trouve que l'idée était assez dingue. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez chercher sur le net. Il y a eu plein de concepts différents sur les systèmes VCR. Pour clôturer cette partie, nous allons parler du QX50, un véhicule de chez Nissan, ou plutôt Infiniti, qui est l'un des premiers à avoir embarqué un système de taux de compression variable en série. Le moteur baptisé VC Turbo permet de passer d'un taux de 8 qui va nettement favoriser les performances à forte charge à un taux de 14 qui lui va favoriser l'efficience du moteur. L'ensemble repose sur un système qu'on pourrait appeler multilink car l'ensemble vilebrequin, bielle, etc. est lui-même relié à un autre système de bielle. Encore une fois, puisqu'une image vaut mieux que 1000 mots, j'essaierai de vous trouver un petit morceau de vidéo pour vous illustrer tout ça. Nissan annonçait à l'époque un gain de 20 à 30% en consommation, mais en usage, le gain était difficilement quantifiable comparé aux chiffres des cycles d'homologation. Malgré tout, cela a le mérite d'exister et c'est une belle technologie. Bien sûr, les 30% de gains annoncés sont aussi dus aux autres technos mis en place sur ce moteur, le downsizing, le GR, les traitements de surface pour les frottements, etc. Donc c'est difficile de dire ce que le système VC Turbo apporte réellement. Pour terminer sur le sujet taux de compression, j'aimerais vous donner quelques chiffres et vous montrer quelques graphiques. Sur le premier que vous aurez à l'écran, c'est les différents taux du moteur MCE5 fonction du régime et de la charge. On retrouve bien le 14 à faible charge pour la conso et les 9-10
à forte charge pour les perfos. À ce sujet, je voulais aussi vous montrer ce graphique qui montre en partie pourquoi nous n'allons pas beaucoup plus loin qu'un taux de 14. En effet, au-delà de ce taux, le rendement chute principalement à cause des pertes aux parois. Enfin, notez bien que les systèmes VCR peuvent donner une efficacité maximum s'ils sont associés à d'autres systèmes. Le graphique que vous aurez ici montre un peu grossièrement ce qu'il faudrait pour gagner un peu partout sur un champ moteur complet. On retrouve le GR, le downsizing, le cycle Atkinson dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo et bien sûr les différents taux de compression. Pour finir, je voulais vous montrer une carte qui montre à la grosse l'ensemble des carburants présents dans le monde entier. Je vous montre ça car si on y réfléchit bien, le taux de compression devrait être adapté en fonction des carburants. Actuellement, on fait deux catégories de moteurs, ceux pour l'Europe et ceux pour le reste du monde. Un système VCR permettrait de faire un moteur unique pour tous. Voilà, on arrive à la fin de ce petit sujet taux de compression. Comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous voulez voir la suite, abonnez-vous. Allez, salut!